Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence. Merci de votre fidélité pour ceux qui ont assisté aux précédentes et puis bienvenue bien sûr aux nouveaux. Je suis Valérie Armani, je travaille chez Roche Diabète France. Nous dans cette entreprise, notre cœur de métier, c'est de commercialiser, de proposer des produits pour vous, les patients qui avaient besoin de suivre votre glycémie, donc principalement des lecteurs de glycémie et des autopiqueurs. Et puis depuis quelques mois, nous commercialisons également une gamme d'aiguilles qui est destinée à être disposée sur vos stylos à insuline. Ceux qui nous connaissent peuvent en attester, notre engagement va beaucoup plus loin que cette commercialisation de produits. On se doit de vous accompagner d'autres façons et on le fait en créant, en développant des services ou des outils digitaux et bien sûr non digitaux. L'objectif est de donner des informations à tous ceux qui en ont besoin pour appréhender de manière plus globale la pathologie. C'est aussi un objectif très important, c'est de pouvoir vous autonomiser en fait le plus possible la majorité d'entre vous, voilà, qu'ils aient suffisamment d'informations pour vivre avec cette pathologie. Et puis on espère atteindre l'objectif principal qui est d'alléger la charge mentale, les contraintes que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, dans cet objectif, c'est notre troisième rendez-vous. Nous avions eu 2 rendez-vous précédents, l'un sur les fêtes de façon générale, l'autre sur les vacances. Et bien sûr, il fallait traiter ce sujet pour alléger les contraintes autour de ces événements et avoir le maximum de plaisir. Alors, aujourd'hui, le sujet, vous l'avez certainement beaucoup évoqué, à la fois avec les professionnels de santé, mais également entre vous. C'est un sujet qui participe à l'équilibre de votre diabète. Vous voyez, le décor parle de lui-même. On va parler de la remise en mouvement, de l'activité physique. Alors, c'est comme tout le reste, hein. Si c'est une contrainte, si on n'a pas de plaisir, on peut le faire une fois, on peut le faire 2 fois, mais on ne pourra pas tenir sur la durée, sur la régularité. Ça va être extrêmement compliqué. Il y a bien sûr 2 clés, c'est la motivation, hein, c'est intrinsèque, ça vient de nous. Ça permet de persévérer dans un effort. Et puis, on l'a évoqué plusieurs fois, c'est bien sûr, y trouver quand même un plaisir et passer des bons moments en se remettant en mouvement. Vous verrez, on va accueillir notre invité qui est très enthousiaste sur ce sujet et qui va justement vous proposer de creuser un petit peu ces sujets. Avant de commencer, quelques informations. Déjà, vous avez possibilité de poser toutes vos questions tout au long de cette conférence. Vous avez un onglet, questions en bas à droite. Et puis, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes ou vous n'êtes pas équipé, pas d'inquiétude, on va vous envoyer vraiment beaucoup d'éléments qui vous serviront de ressources, que vous pourrez consulter. Et puis, bien sûr, vous aurez cette conférence qui est enregistrée, qui vous sera envoyée par mail. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je vais vous présenter notre invité. Mais tout d'abord, on va partager 3 chiffres qui sont intéressants. C'est une enquête que nous avions faite via un institut de sondage sur 450 personnes qui vivent avec un diabète de type 2. Bien sûr, le sujet était autour de l'activité. Vous voyez ici les questions qui ont été posées. Premier chiffre encourageant, vous êtes effectivement 67% à avoir l'intention de poursuivre une activité ou de reprendre une activité lors du diagnostic du diabète. Donc effectivement, c'est un des traitements non médicamenteux du diabète. Et ça, vous connaissez très très bien l'incidence de l'activité. À côté de ça, 40% ont répondu que le faire régulièrement, ça demandait du courage et qu'on n'a pas forcément ce courage pour l'installer dans la durée. Et puis, il y en a effectivement qui ne se sentent pas capables de reprendre cette activité. C'est pas une majorité, mais on a quand même eu ce sujet qui a été évoqué. Alors, à la fin, est-ce que c'est un manque de courage? Est-ce que c'est un manque de capacité? Comment on fait pour s'y mettre, pour s'y remettre, pour garder cette régularité? On va aborder toutes ces questions-là avec notre invitée. Je vais vous la présenter tout de suite. Sandy Gorin, vous êtes enseignante en activité physique adaptée. Bienvenue. On est vraiment ravis de vous recevoir. Merci. Voilà. Déjà, c'est toute cette dynamique que vous allez mettre sur cette conférence. C'est important que vous présentiez en fait votre activité et le cadre dans lequel vous remplissez cette activité. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je suis enseignante en activité physique adaptée. C'est un métier qui n'est pas toujours très bien connu. Notre travail est d'accompagner les personnes qui ont des besoins spécifiques pour leur santé à reprendre une activité physique. Et actuellement, je travaille dans une structure associative qui s'appelle Proxidiab 38, qui est localisée sur le bassin grenoblois et qui porte un programme d'éducation thérapeutique pour les patients qui ont un diabète de type 2. Merci, on est au cœur du sujet. Donc on démarre ? C'est parti. Donc, notre première question portait sur vous, comment vous vous situez à l'heure actuelle
dans votre sentiment de capacité à reprendre une activité physique. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand même 28% ne s'en sentent pas capables. Et donc vous, on voulait savoir à quel point vous vous sentez capable de vous lancer dans une activité physique maintenant. Donc si vous voulez bien répondre à cette question, vous avez accès à un petit sondage et vous avez la possibilité de répondre entre 1 et 5 pour dire à quel point vous vous sentez capable pour reprendre une activité physique là maintenant. Donc cette question elle est importante pour nous puisque on sait très bien qu'il ne suffit pas de savoir que c'est important pour notre santé, il faut aussi s'en sentir capable pour se lancer. Les résultats arrivent. En tout cas, il y a beaucoup d'activités sur le sondage. On laisse encore quelques secondes. Alors, déjà, j'ai des bonnes indications. En fait, sur le tout à fait capable de reprendre une activité, on est à 41%. Ah, très bien. Donc, on va pouvoir, je pense, avoir des astuces d'activité qui vont nous être suggérées. Plutôt oui, 41% aussi. Plutôt non, 13%. Donc voilà, ça sera important aussi de voir comment on peut traiter ça. Pas du tout, 3%. Et puis voilà, on a 3% d'entre vous qui ne se situent pas pour l'instant, qui restent neutres sur le sujet. C'est plutôt encourageant. Tout à fait. Très bien. Donc on vous propose maintenant de balayer un petit peu le sujet et on vous reposera la question en fin de conférence pour voir si on a réussi à vous booster un petit peu sur ce sentiment de confiance en soi. Pour faire du lien avec le diabète de type 2, on voulait rappeler qu'il y avait un lien direct entre l'activité physique et le diabète. Tout simplement parce que quand vous bougez, quand votre corps est en mouvement, vos muscles consomment une énergie et cette énergie, c'est le sucre qui circule dans notre sang. Donc ce qu'on appelle plus communément la glycémie quand on suit un diabète. Et donc quand vous êtes en mouvement, quand vous contractez vos muscles, vous faites baisser le taux de sucre qui est dans votre sang. Donc vous faites baisser la glycémie en direct. Ça contribue aussi à améliorer la sensibilité à l'insuline de votre corps. Et donc ça sur un effet qu'on appelle retard, c'est-à-dire à distance de l'activité physique, vous avez des bénéfices sur la sensibilité à l'insuline. Tout ça contribue à avoir une meilleure hémoglobine glyquée et donc un meilleur équilibre du diabète et on l'espère pouvoir vous protéger un maximum des complications du diabète. Bien entendu, il existe plein d'autres bénéfices à pratiquer une activité physique, des bénéfices sur le plan moral, sur le plan social et au niveau du corps. Voilà, on pourrait faire une liste assez large de bénéfices reconnus par une quantité d'études scientifiques assez importante aujourd'hui. Donc, on sait que c'est bon pour nous, mais une question qu'on me pose régulièrement, c'est comment je m'y prends ? Comment je dois faire une activité physique pour que ça ait un impact sur ma santé ? Donc, on a la chance d'avoir des recommandations qui sont dictées par l'OMS. Mais avant de vous donner ces recommandations, j'aimerais que vous ayez un regard beaucoup plus large sur ce qu'est que l'activité physique. Très souvent, on me dit « j'aime pas le sport ». Et donc, je me dis que la personne qui me dit ça a en tête qu'il faut absolument faire une activité sportive avec des codes, comme on a pu le mettre un petit peu devant nous, des codes de pratique. Alors qu'en fait, l'activité physique, ça va être tous les moments de votre journée où vous êtes en mouvement. Donc, c'est toujours ce fameux mouvement que l'on va chercher. Donc, ça peut être dans vos déplacements, ça peut être dans vos activités professionnelles. Il y a des gens qui ont une activité professionnelle très active. Ça peut être dans vos loisirs. Ça peut être tout simplement dans vos tâches quotidiennes comme ménage, courses, entretien de votre domicile. Donc, ayez un regard très large d'abord sur qu'est-ce que l'activité physique. Ensuite, pour ce qui est des recommandations, donc il est dit qu'idéalement, il faut pratiquer environ 150 minutes d'activité physique modérée par semaine ou 75 minutes d'activité physique intense pour pouvoir avoir des bénéfices sur sa santé. Ce qu'il y a d'intéressant dans ces recommandations-là, c'est qu'on précise que ce temps-là peut être réparti dans la journée, soit par tranche de 30 minutes, soit 3 fois 10 minutes. Vous aurez des bénéfices sur vos glycémies aussi en pratiquant 3 fois 10 minutes. De manière générale, il faut toujours aussi avoir à l'esprit que la sédentarité a un impact sur notre santé et donc il faut aussi limiter nos temps sédentaires, c'est-à-dire les temps où vous êtes éveillé et où vous n'êtes pas en mouvement, c'est-à-dire vous êtes assis ou allongé. Donc ça, c'est pour les recommandations.
Alors 110, c'est 10 000 pas. On en entend parler partout. Info intox, parce que ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Heureusement, plutôt intox. C'est pas vraiment une recommandation de santé. On en revient un petit peu. Ça a été un chiffre qui a été beaucoup véhiculé au niveau du marketing notamment. Ce qui est intéressant avec le nombre de pas, c'est que ça permet de directement quantifier ce que l'on fait au quotidien. Cependant, il y a plein d'activités qui ne sont pas mesurées, comme quand vous allez nager ou quand vous faites du vélo d'appartement, vos nombres de pas ne sont pas comptabilisés. Il faut plus s'en servir comme un repère déjà pour s'évaluer, s'auto-évaluer, savoir où j'en suis. Donc nous, on vous propose déjà de faire une moyenne de ce que vous faites par semaine en ce moment, de se situer, et ensuite de progressivement peut-être de se challenger pour essayer d'augmenter ce chiffre. Et chaque pas compte. Tous les petits pas de la vie quotidienne sont enregistrés par les podomètres. Et donc, ça peut être plein de petites actions cumulées qui contribuent à monter le nombre de pas aussi. Alors effectivement, compter ses pas, ça peut permettre de voir qu'on en fait beaucoup, avec beaucoup de surprises, ou pas du tout, suivant certains jours où on est au bureau. En attendant, c'est vrai que le constater, le voir, c'est intéressant pour ceux qui aiment marcher ou qui décident de remarcher. Donc on a embarqué la fonctionnalité podomètre dans l'application Fil, que beaucoup d'entre vous connaissent. Ça permet bien sûr de mesurer le nombre de pas et puis de se fixer des objectifs. Vous pourrez le voir, possibilité de se fixer des objectifs. Et puis, si vous les atteignez, vous verrez que Fil est très, très encourageant. C'est un vrai compagnon là-dessus pour vous permettre un petit peu d'évaluer et puis de se fixer ses objectifs et de les réussir ou de recommencer le lendemain si effectivement, c'est pas le bon jour. Ça peut aussi parfois permettre de rassurer vos soignants. Souvent, on a l'impression que nos patients sont très sédentaires et en fait, quand vous montrez votre podomètre, on se dit « Ah tiens, quand même, il y a beaucoup de choses de votre vie de tous les jours qui vous mettent en mouvement. » Ça valorise. Donc ces recommandations, vous l'avez compris, ce sont des repères et ce ne sont pas vos objectifs. Vos objectifs vont être à individualiser un maximum à vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites en ce moment comme activité physique. Peut-être que parmi vous, certains, en ayant entendu 150 minutes, ça leur a fait peur, et d'autres au contraire se sont dit « Oh, ça je le fais déjà ». Donc il faut vraiment partir de soi et avoir à l'esprit qu'il faut augmenter progressivement pour aller vers 150 minutes par semaine. C'est pas du jour au lendemain qu'on se met à faire 150 minutes quand on ne fait pas d'activité physique dans notre vie de tous les jours. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'être à l'écoute de votre corps, aussi de prendre en compte vos limitations, parce que parfois on en est conscient, Quand il y a un diabète de type 2, il y a aussi d'autres soucis de santé qui ne permettent pas de faire une activité physique. Parfois des douleurs, parfois un surpoids, parfois une fatigue chronique. Tout ça, c'est à en prendre en compte pour reprendre progressivement. Et puis, on vous propose peut-être de partir de ce que vous faites déjà aujourd'hui et de commencer tout doucement à intensifier, augmenter la durée de ce que vous faites déjà. Donc, fixez-vous vos propres objectifs. C'est extrêmement important. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a des recommandations de santé, mais quand vous bougez, votre corps vous envoie des signaux, vous envoie des messages qui peuvent vous aider à savoir si ce que vous êtes en train de faire, c'est une bonne intensité ou pas. Savoir que quand je suis en activité physique, c'est normal d'être essoufflé, mais qu'il est important de continuer à pouvoir parler, ça vous donne un repère qui vous est propre. Savoir que votre fréquence cardiaque, quand elle augmente, c'est normal, mais il ne faut pas que vous ayez de douleurs qui pourraient évoquer une souffrance cardiaque. Donc ça, c'est à discuter avec votre médecin si vous avez une crainte par rapport à ça. Visez une échelle de 0 à 10, vous visez à peu près 6 en effort perçu, donc ça c'est propre à chacun. Et puis de manière globale, toujours essayer de pratiquer en se sentant bien dans son corps à un maximum. Pour ce qui est de la sécurité, on voulait rappeler, ça c'est global pour tout le monde, qu'il est important de passer par une phase d'échauffement avant de commencer une séance d'activité physique. Il est important de s'hydrater tout au long de l'activité physique et il est important de faire un retour au calme. Ça, c'est assez général. Pour ce qui est spécifique du diabète de type 2, on voulait juste pointer aujourd'hui le risque d'hypoglycémie qui est directement lié à vos traitements. Si vous êtes concerné par ces traitements qui favorisent le risque d'hypoglycémie à l'effort, pour le savoir, vous en parlez à votre médecin. On vous propose de surveiller vos glycémies donc avec un capteur avant, pendant et après l'effort, ou si jamais vous avez des sensations signes d'hypoglycémie du moins. Ça vous permettra de savoir si oui ou non vous avez suffisamment d'énergie dans le corps pour pouvoir aller vous investir dans une activité physique.
Peut-être qu'il y a des jours où vous repousserez l'activité physique, ce sera plus sécurisant. D'autres où il suffira de prendre une petite collation et de s'y mettre un peu plus tard, ou alors simplement adapter la séance. Ça permettra de pratiquer en toute sécurité. Si jamais c'est des événements qui sont réguliers dans votre vie de tous les jours, il est préférable d'en parler avec son médecin pour ajuster les traitements. Pour les activités physiques de pleine nature, souvent notre corps est obligé de lutter un petit peu contre les conditions climatiques, donc un peu plus d'énergie. On vous encourage à être plus vigilant et si vous pratiquez avec quelqu'un, de le prévenir. C'est toujours plus sécurisant. Alors effectivement, cette notion d'hypoglycémie, on a eu l'occasion de l'aborder sur plusieurs thématiques. Lors du dernier webinaire diabète et vacances, où là aussi on pouvait parler effectivement un petit peu d'activité, forcément avec les vacances, on a abordé cette thématique des traitements qui pouvaient occasionner des hypoglycémies ou des signes pour reconnaître et éventuellement anticiper ces hypoglycémies. Donc je vous recommande effectivement de revisualiser ce webinaire, mais bien entendu aussi d'en parler avec votre médecin. Ensuite, pour continuer à y voir un peu plus clair dans l'environnement de l'activité physique santé, on vous propose de balayer les différentes ressources qui sont à votre disposition. Déjà, votre médecin, c'est un très bon interlocuteur, médecin traitant ou spécialiste. Il peut vous prescrire une activité physique adaptée pour votre santé et c'est lui qui établit le certificat médical de non-contre-indication. Parfois, il vous enverra faire un test d'effort pour se rassurer, pour pouvoir signer ce certificat médical. Aujourd'hui, les médecins sont très impliqués dans l'activité physique de leurs patients. D'autres ressources pour pratiquer de manière encadrée, vous avez les soins médicaux et de réadaptation, anciens SSR, on disait. Aujourd'hui, on appelle ça les SMR. C'est des lieux où vous pouvez aller soit à la journée en hospitalisation de jour, soit en séjour pour faire une sorte de remise en forme médicalisée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pluridisciplinaire. En plus, vous ne ferez pas que l'activité physique. Et ça permet parfois de faire un petit starter pour se remettre en jambes. Vous avez aussi les cabinets de kinésithérapie qui peuvent être en bout de prescription, surtout pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles un peu plus sévères, qui ont des besoins médicaux, on va dire, dans la reprise de l'activité physique. Et de manière un peu moins médicalisée, vous avez ce qu'on appelle les maisons sport-santé qui sont réparties sur tout le territoire national. Donc, ce sont des lieux qui sont habilités par l'État, parce qu'ils répondent à un bon cahier des charges pour accompagner les gens à la reprise de l'activité physique pour leur santé. Vous avez aussi des enseignants APA qui exercent dans tout un tas de structures, mais exercent aussi en libéral, comme un coach sportif, on va dire, mais spécialisé dans la santé. Vous avez les fameux éducateurs sportifs. Ce qui est intéressant aussi, par département, vous avez les dispositifs d'aide à la prescription de l'activité physique, les DAPAP. Donc, si vous cherchez votre DAPAP, vous mettez sur le moteur de recherche DAPAP plus le numéro de votre département et normalement, vous allez arriver sur leur site internet. Leur rôle, c'est de vous écouter, de vous accueillir et de vous guider vers la reprise d'une activité physique adaptée à votre santé. Et enfin, moi, je trouve qu'il ne faut pas négliger le tissu associatif de proximité qui n'est pas forcément un lieu, on va dire, médicalisé, mais qui permet parfois une reprise de l'activité physique avec plaisir. Pour ce qui est du soutien financier, malheureusement aujourd'hui on n'a pas encore de remboursement de la sécurité sociale. C'est quelque chose qui a été proposé cette année, c'est assez nouveau. Ça a été proposé pour les patients justement qui avaient un diabète ou qui souffraient d'un cancer. Ça n'a pas été retenu, c'est peut-être que partie remise. Les choses bougent un petit peu aujourd'hui. Ce qui est déjà en place, c'est que votre mutuelle peut peut-être vous soutenir au niveau financier pour reprendre une activité physique. Il faut pour cela les interroger, les solliciter. Vous avez aussi, pour les personnes qui ont donc un diabète, des associations françaises de diabétiques par département. Certaines d'entre elles proposent des activités physiques à tout petit prix pour leurs adhérents. Et enfin, moi je vous propose de vous rapprocher du CCAS ou de votre mairie pour pouvoir aller interroger les personnes qui travaillent dans ces structures parce que souvent, il y a des actions qui sont faites pour les habitants de leur localité. Chose à petit prix, justement. Enfin, voilà, on voulait vous proposer une sorte de liste de trucs et astuces, probablement pas exhaustive, dans laquelle vous allez pouvoir piocher sur les choses qui vous parlent le plus, puisque c'est très important que vous ayez à l'esprit que ce qui marche pour moi, ce qui marche pour Valérie, ce qui marche pour vous, c'est probablement pas la même chose. Et donc, il faut se construire un petit peu ces activités physiques, celles qui nous parlent, qui nous motivent.
On voulait déjà vous rappeler que le plaisir, c'est le meilleur des moteurs pour tenir dans la durée. Et notamment, souvent, les personnes me disent « Ah, je devais y aller, mais finalement, je ne suis pas allée marcher ou je ne suis pas allée à la piscine. » Et on propose, dans ces moments-là, de surtout se projeter dans le moment agréable de l'activité physique et pas dans les contraintes. Je vais devoir chercher une place pour me garer, ou alors je vais avoir froid dans le vestiaire. Projetez-vous plutôt sur les choses qui vous motivent à y aller, les moments agréables et puis la fierté que vous ressentirez probablement à l'issue de cette séance. Peut-être si c'est quelque chose qui vous parle, favorisez les pratiques en groupe avec d'autres personnes, mais en tout cas ciblez des activités qui vous plaisent, pas celles qu'on vous a forcément conseillées. Idéalement aussi, ce qu'on propose, c'est de terminer la séance sur quelque chose de facile et d'agréable, parce que c'est souvent le souvenir qu'on en garde. Et enfin, si vraiment vous ressentez aucun plaisir à la pratique de l'activité physique, pensez à vous récompenser, parce que vous avez fait un effort pour votre santé, ça mérite une récompense. On en a parlé dans le sondage, se sentir capable, c'est primordial. Et du coup, pour se sentir capable, il faut viser des objectifs atteignables, des objectifs qu'on a construits pour soi, des tout petits pas. C'est vraiment ça qu'il faut viser demain. C'est vraiment un petit peu plus qu'aujourd'hui. Et certaines personnes ont aussi besoin d'être accompagnées au départ. Donc autorisez-vous peut-être à aller en centre, à la demande d'un médecin toujours, mais parlez-en à votre médecin, j'ai besoin d'une aide pour me remettre en forme. Des fois, ça fait des bons petits starters. Puis là, on approche les périodes de fête. Peut-être que pour Noël, vous pouvez demander à un coach sportif sur quelques séances, vous remettre un petit peu en forme. Des fois, ça fait des petits coups de boost. Quelque chose qu'on entend aussi beaucoup, c'est j'ai pas beaucoup de temps, ça prend du temps et je suis déjà très chargée dans mon planning. Et c'est vrai, on va pas dire que c'est faux. C'est vrai, la plupart du temps, c'est compliqué de dégager du temps pour ces activités physiques. Les personnes qui y arrivent le mieux, ce sont des personnes convaincues qui pratiquent depuis longtemps, qui ont intégré ça dans leur vie et qui prennent un plaisir assez important. Donc on propose peut-être qu'au lieu de consacrer un temps à l'activité physique, de surtout penser à rendre votre quotidien dynamique. Là, on a mis des petits exemples, mais ça peut être quand vous avez vos enfants ou vos petits-enfants sur un temps libre, plutôt que de faire une activité sédentaire avec eux, même pour eux, c'est important. Favoriser les balades, les sorties au parc, jouer au foot, ce genre de petites choses, ça va permettre d'améliorer la santé de la famille. Par exemple, quand on téléphone, on passe beaucoup de temps au téléphone, levez-vous, marchez en téléphonant. Ça peut être un moment qui est plus dynamique. Quand vous êtes devant une série télé, vous pouvez par exemple faire du vélo d'appartement, certains font ça, faire des petits mouvements de gym, rendre le moment qui est important pour vous dynamique. C'est une manière de s'y prendre. Il y a aussi un petit point sur l'accessibilité. On sait que si vous choisissez des activités physiques qui sont à plus de 30 minutes de déplacement de votre lieu de vie, que ce soit votre travail ou votre domicile, très souvent, ça ne tient pas dans le temps parce que la contrainte de déplacement est importante. Privilégiez des choses accessibles, proches, faciles à mettre en place. Et pour ça, certains font appel à la téléréhabilitation, activité physique en visioconférence. Enfin, si ce n'est pas possible, toujours pensez à intensifier ce que vous faites déjà. Quand vous marchez, marchez plus vite. Quand vous faites le ménage, mettez un peu de musique, faites ça de manière un peu plus dynamique. Ça va contribuer de toute façon à faire de l'activité physique. Enfin, il y a aussi l'aspect de se lasser au cours de l'année. Il n'y a pas forcément besoin de faire la même activité tout au long de l'année. Au contraire, les varier, ça vous permettra d'améliorer d'autres composantes de votre santé. Et donc, vous pouvez aussi suivre les saisons et puis profiter peut-être de ramasser les champignons. Là, c'était les noix récemment à Grenoble. Ça peut être faire du jardinage, du bricolage. On a mis l'exemple aussi de faire du bénévolat dans un refuge pour animaux si on n'a pas la possibilité d'avoir un animal et si ça nous plaît. Laissez libre cours à votre imagination. Pour terminer, gardez à l'esprit qu'il faut que vous ayez du sens dans vos efforts. C'est-à-dire qu'il faut que ça vous parle, vous sachiez pourquoi vous faites autant d'efforts. C'est assez coûteux en énergie, en mise en place, en persévérance pour beaucoup de gens. Donc, n'oubliez pas qu'il faut que vous continuiez à avoir cette idée de « je sais pourquoi je fais ça ». Il y a des gens qui, par exemple, sur leur frigo, notent activité physique pour mon diabète, pour ma fatigue, pour mon moral. Voilà, se rappeler pourquoi je fais ça. C'est extrêmement important de remettre du sens derrière vos efforts.
Pour ce qui est du diabète, ce qui aide à mettre du sens, parfois, c'est de mesurer cette fameuse glycémie avant et après l'effort pour voir les effets. Alors, petite astuce, attendez quelques minutes, au moins 30 minutes, voire 1 heure après la séance pour voir les vrais bénéfices. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un effet retard et la glycémie, souvent, elle chute plusieurs heures après l'activité physique. Restez ouvert à tous les bénéfices que vous pourrez obtenir aussi sur ces efforts. Par exemple, quelqu'un qui espère une perte de poids, il se peut qu'elle soit très déçue, mais par contre, repérer moins d'essoufflement à l'effort, un meilleur moral, moins de fatigue, tout ça va continuer à nourrir cette motivation, puisque ça va nourrir le sens de vos efforts. Pour conclure, je voudrais juste vous dire que le pire, c'est de rien faire. Il n'y a pas de mauvaise manière de s'y prendre tant qu'on est à l'écoute de son corps et qu'on ne va pas au-delà pour risquer des blessures. On ne peut pas faire mal. Donc lancez-vous, chaque petit pas compte. Alors Sandy, vous avez partagé pas mal d'astuces sur quelque part en fait comment se remettre en mouvement, parfois même sans y penser. On a pu évoquer aussi se garer assez loin dans un parking. Et puis, les places sont toujours libres. Alors, ça enlève un stress en plus de tout le monde, et on peut gagner du temps. Qui cherche effectivement. Et on arrive souvent d'ailleurs à destination avant les gens qui sont encore en train de tourner pour se garer de façon proche. Mais toutes ces astuces, en fait, vous en avez certainement plein. N'hésitez pas aussi à nous les partager. On les repartagera ensuite de façon beaucoup plus large. Les choses qui vous ont permis, d'entrer quand même à nouveau dans cette remise en mouvement. Et le fait de les partager, ça peut recréer aussi une dynamique. On vous propose peut-être du coup de refaire le petit sondage sur votre sentiment de capacité à vous remettre en mouvement. On espère que d'avoir eu une vision plus large de ce que c'est que l'activité physique, d'avoir vu que finalement, c'est peut-être des petits pas qui vont payer, a pu permettre à certains d'entre vous de vous sentir plus capables. Effectivement, on n'a pas parlé d'un marathon de 42 km. Non, les Jeux Olympiques, c'est pas pour nous. Voilà. Alors, on a des patients sportifs aussi. Bien sûr. Ils n'ont pas besoin de moi. On a une bonne dynamique là sur le sondage, donc vous êtes nombreux à répondre avec des chiffres très encourageants. La notion de plaisir étant pas souvent évoquée dans l'activité en plus. On a plus une notion de souffrance, d'obligation, de contrainte qu'une notion de plaisir. Donc là, on voit que les suggestions que vous avez faites, je vais vous donner les résultats. Vous sentez-vous capable, on est arrivé à 54% de tout à fait. Voilà. Super. Si on rajoute les plutôt oui, on rajoute 37%. Donc là, vraiment, voilà. Et pas du tout, on a toujours un petit pourcentage de 3%. Et là, ça sera important de peut-être continuer et d'accompagner, comme vous le disiez. Et en neutre, on a 5% de personnes. Là aussi, il y aura peut-être d'autres choses à faire pour accompagner ces personnes qui ne sont pas encore tout à fait capables de se positionner. Super. Ça a probablement permis aussi de se rendre compte que c'était plus accessible que ce qu'on pense. Souvent, quand c'est un médecin qui nous en parle ou quand on a l'idée du sport, ça nous éloigne un petit peu de notre réalité. C'est souvent la représentation d'ailleurs qu'on fait dans les médias de patients qui ont une pathologie, qui sont montés sur le Mont Blanc ou qui sont. Il y en a. Voilà, il y en a qui le font, mais c'est pas la seule activité. Voilà. C'était important que vous puissiez. C'est pas la représentation globale des gens qui souffrent de diabète de type 2, bien sûr. Oui. Complètement. Donc, merci déjà pour ces premières informations. Je pense que là, ce qui serait important maintenant, c'est de répondre à vos questions directement. Vous en avez déjà posé. Peut-être, d'ailleurs, j'ai vu que sur certaines, vous avez déjà peut-être répondu, mais on va quand même être sûr. Yannick, j'espère que je n'écorche pas votre prénom. Votre question, c'était quelle fréquence d'activité le minimum ? Vous avez effectivement abordé ça. On peut peut-être redonner quelques précisions ? Ah oui, effectivement, il y a dans les recommandations de santé ces fameuses 150 minutes d'activité physique modérée sur la semaine. C'est une question qui est intéressante parce que il est vrai que pour le diabète notamment, comme il y a une sorte d'effet retard de l'activité physique, des bénéfices sur la glycémie, il est plus intéressant de les répartir dans la semaine que
de faire ce qu'on appelle des week-end warriors, c'est-à-dire les gens qui bougent beaucoup le week-end et qui sont très sédentaires la semaine. Ceci dit, on en a un petit peu revenu aussi parce que c'est mieux d'être un week-end warrior que rien du tout. On a quand même des bénéfices pour sa santé. Et au niveau cardiovasculaire, je crois qu'ils sont un petit peu revenus là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais c'est vrai que pour le diabète, souvent, on conseille de répartir dans la semaine. Puis ne serait-ce que pour pouvoir se requinquer, se reposer, récupérer entre chaque séance, c'est peut-être plus intéressant de les répartir. Ouais. Et du coup, les 50 minutes, on dit 3-4 fois par semaine. C'est intéressant d'avoir une activité physique. Mais si quelqu'un fait rien et se met à faire une, c'est déjà très bien. Tout à fait. Alors, Alain évoque les neuropathies des membres inférieurs, oui, qui peut être aussi un frein. Et en tout cas, il faut effectivement gérer ça au niveau des pieds. Oui. Et là, on n'a pas abordé ça aujourd'hui, mais dans l'aspect sécurité, il y a tout un volet de comment je suis chaussée, comment je prends soin de mes pieds, parce que notamment les gens qui font, je prends cet exemple-là qui est le plus connu, mais de la randonnée, il y a un risque de blessure sur les frottements, des chaussures qui est important à prendre en compte. Et du coup, au niveau des gens qui sont touchés par la neuropathie, on va s'assurer que l'équipement est adapté aussi pour ne pas créer de blessures au niveau des pieds. Et puis après, on sait qu'il y a des douleurs, on sait qu'il y a des engourdissements, des sensations désagréables. Il faut faire avec, j'ai envie de dire, écouter son corps. Il y a des jours où vous ferez plus, des jours où vous ferez moins. Et puis, peut-être centrer vos activités physiques sur le haut du corps, si c'est là où c'est le plus agréable pour vous. Zuber, vous avez effectivement une question. Le sport à jeun tôt le matin, est-ce que c'est recommandé pour un prédiabète sous metformine avec, là en l'occurrence, une personne qui pratique le jeûne intermittent? Alors vous dites 16-8, excusez-moi, je ne suis pas super expérimentée sur ce sujet, donc jeûne intermittent 16/8 quotidiennement depuis 12 ans, en sautant le petit déjeuner. Donc là, ce qu'on a, c'est effectivement une pratique de l'activité à jeun tôt le matin, en étant effectivement avec un traitement, metformine. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire pour rester effectivement un peu plus large, plus sur le... C'est une question qui est intéressante parce que souvent on a entendu que faire de l'activité physique le matin à jeun avec un café bien serré, ça permettait de puiser plus dans les graisses, permettait de perdre plus de poids. Alors ça c'est quelque chose, je ne suis même pas sûre que ce soit validé au niveau scientifique aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Maintenant, si cette personne, c'est quelque chose qui est important pour elle, qui fait partie de ses habitudes de vie, ce n'est pas contre-indiqué de faire une activité physique le matin à jeun, si ça fait partie de son rythme de vie et de ses besoins. D'après le traitement qu'elle nous partage, il n'y aurait pas de risque d'hypoglycémie sévère. Après, je ne suis pas au courant de tout son dossier médical. Si, le mieux, c'est d'en parler à ses médecins si on a des craintes, mais il n'y a pas de contre-indication. Le risque, c'est d'avoir peut-être moins d'énergie que si elle fait ça en ayant pris un repas. Mais peut-être que si elle fait ça depuis 12 ans, c'est ça, c'est dans ses habitudes. On ne changera pas les habitudes de quelqu'un pour l'activité physique. Il faut que l'activité physique s'intègre dans votre vie pour qu'elle soit la moins contraignante possible. Ce n'est pas quelque chose que je recommanderais, par contre, à quelqu'un qui ne fait pas ce jeûne. Alors, Georges, super sportif, 4 heures de sport en salle, cardio et muscu, donc assez complet. Donc 4 heures par semaine. Par contre, Georges, vous évoquez le fait d'avoir des difficultés à perdre du poids parce qu'à côté de ça, effectivement, les volumes de vos repas sont importants. Et vous avez des difficultés à maîtriser votre appétit, surtout le midi. Oui. Alors, il y a beaucoup d'espoir autour de la perte de poids et l'activité physique. Et je n'ai pas de référence scientifique là directement en tête, mais les études s'accordent plutôt à dire qu'il n'y a pas de perte de poids grâce à l'activité physique isolée. C'est souvent beaucoup plus compliqué que ça, le poids. Et c'est très multifactoriel. Génétique, sommeil, alimentation, activité physique... tout autre facteur. Et du coup, l'activité physique seule, souvent les gens sont déçus quand ils essayent de vraiment repérer la perte de poids. Donc je comprends sa remarque. C'est ça, il espère perdre du poids. Alors en tout cas, là, effectivement, Georges évoque cette difficulté. Il a une glycémie aussi, il évoque qu'il a une glycémie très haute, trop haute le matin. Et c'est vrai que cette notion de perte de poids, d'autant plus avec une activité de musculation, ça peut être un petit peu, le poids seul peut être un peu trompeur. Parce que le muscle, c'est quand même lourd. Exactement. Si ce monsieur a une meilleure composition corporelle, il aura donc une meilleure santé,
il aura plus de muscles et sur la balance, le chiffre est plus élevé. Donc le poids seul, c'est un indicateur qui est trop simpliste. Il faut aussi prendre la silhouette, le dynamisme, la santé de manière générale. Et puis pour revenir sur sa glycémie qui est élevée le matin au réveil, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il parle avec son médecin parce que souvent c'est plus un problème de traitement que d'activité physique. Et l'activité physique, je l'ai dit tout à l'heure, elle fonctionne pour le diabète, parce que ça va aider le sucre à rentrer dans les muscles et les muscles vont consommer ce sucre. Maintenant, si votre corps est en carence d'insuline, ça ne fonctionne pas très bien. Il faut quand même, cette petite clé, il faut quand même que les besoins en insuline du corps soient couverts pour que l'activité physique soit efficace. Et puis, bien sûr, la question de Georges, c'est un conseil pour maîtriser l'appétit. Alors, il semblerait que pratiquer une activité physique régulière aide à réguler l'appétit. Et là, c'est pareil, mes compétences sont limitées. L'appétit, c'est aussi lié à beaucoup de choses, aux émotions, je crois, peut-être au niveau hormonal. Mais l'activité physique contribue c'est un point important que vous évoquez, c'est effectivement, et je pense que ça méritera qu'on traite le sujet, c'est parce qu'on a beaucoup traité le sujet de l'alimentation, mais en fait, tout ce sujet un peu plus... je dirais, avant de manger, la représentation qu'on se fait de l'alimentation et ce qui se passe, je pense que ça méritera d'être traité parce que effectivement la notion de faim, c'est aussi une notion qu'on doit décrypter. La satiété, la faim, tout ça, et je pense que ça serait important, effectivement. Par contre, l'activité physique contribue à avoir une meilleure gestion de son poids, contribue à avoir une meilleure composition corporelle, une meilleure santé donc, à avoir moins de masse graisseuse et plus de masse musculaire, et contribue à réguler l'appétit. Ça, c'est... Alors, on a une petite suggestion d'Anne-Marie, qui visiblement, Anne-Marie, vous aimez bien prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, mais ce que vous dites, et c'est vrai que des fois, c'est difficile dans les établissements de trouver la porte des escaliers. Et oui. Et Anne-Marie, merci, parce que vous rajoutez, il faut persévérer, car il y en a forcément toujours. C'est des issues de secours, malheureusement. Merci, mais je suis d'accord avec vous, des fois on cherche un moment. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Les politiques de santé s'intéressent de plus en plus à notre environnement qui nous sédentarise, c'est-à-dire les escaliers qui sont plus des issues de secours que des moyens, on va dire, qui sont fléchés. Souvent, c'est les ascenseurs qui sont fléchés. Et donc là, les choses sont remises un petit peu en question. Et notamment, il y a des villes qui ont fléché des directions avec le temps à pied. Par exemple, pour aller à tel endroit, vous mettrez 5 minutes à pied. Donc c'est pour inciter un petit peu les gens à être en mouvement. Mais c'est vrai que notre environnement nous sédentarise beaucoup aussi. Yannick, effectivement, vous reposez une question. J'ai entendu qu'il ne fallait pas laisser passer plus de 48 heures entre 2 séances d'activité. Alors c'est cette fameuse fréquence dont j'ai parlé tout à l'heure. Effectivement, on dit qu'il y a un effet retard jusqu'à 48 heures après une séance. Et du coup, idéalement, pour couvrir un petit peu cette semaine, on dit une séance toutes les 48 heures. Mais c'est un petit peu la théorie. Moi, je trouve que cette théorie, parfois, nous donne des freins. Parce que si c'est pas possible, c'est déjà bien 24 heures ou 72 heures. Et ça, c'est vrai, dans la théorie, c'est intéressant de les espacer parce que vous bénéficiez de cet effet retard. Et là, on parle d'une activité physique structurée, qui a duré un certain temps, mais on ne parle pas de tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Là, on parle vraiment d'une séance dédiée. Alors, on a beaucoup de personnes très dynamiques. Stéphanie, là, on a parlé tout à l'heure des notions de temps ou de priorisation. Stéphanie, effectivement, un commentaire. Je pense que pour se remettre au sport et être efficace, il faut mettre ça dans ses priorités. Je fais 5 à 6 heures de sport par semaine. Donc là, effectivement, Stéphanie a clairement mis ça dans ses priorités, puisqu'arriver à dégager 5-6 heures par semaine, c'est énorme. Ça revient à la notion « j'ai pas le temps ». En fait. Bien sûr, souvent la notion de priorité, c'est quelque chose qu'on challenge un petit peu chez nos patients. Après, il y a certaines personnes, quand on fait le point sur leur situation actuelle, on comprend que la priorité de l'activité physique, c'est difficile. Après, en faire une priorité, ça veut aussi dire, comme c'est Stéphanie, c'est ça, comme le dit Stéphanie, et bravo à elle, peut-être qu'elle s'est bloquée un temps dans son agenda et que quand on lui propose autre chose sur ce temps-là, elle se dit non, là je fais mon activité physique. Elle ne va pas se laisser tenter par autre chose parce qu'elle en fait une priorité. Et donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont plus de facilité à faire ça. Et en fait, je pense que ça fait écho à nos valeurs, à nos expériences et à qui on est profondément et au plaisir qu'on y prend aussi quand on va pratiquer une activité physique. Mais je suis assez d'accord avec elle que souvent il y a une notion de priorisation
Pas toujours, mais souvent il y a une notion de pressurisation. Yannick nous rajoute, éviter les chutes et les blessures. Est-ce qu'on peut dire quand même que l'activité, si on la reprend correctement, tranquillement, ça peut aussi participer à l'équilibre? Bien sûr, c'est un des bénéfices de la pratique de l'activité physique. Meilleure coordination, meilleur équilibre. D'ailleurs, en maison de retraite, en EHPAD, il y a beaucoup d'enseignants en activité physique adaptée qui font des séances aux résidents pour lutter contre la perte d'autonomie et le risque de chute. C'est un des moyens essentiels. Alors, il est vrai que quand on fait une séance d'activité physique, on a l'impression qu'on s'expose plus au risque, mais en fait, on se renforce, on travaille notre coordination, et du coup, on a moins de risques dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Et Lily exprime en fait des douleurs aux jambes, le fait de ne pas pouvoir marcher longtemps. Donc, comment faire quand même pour conserver cette activité? Alors, je ne connais pas la source de ces douleurs, mais effectivement, c'est un vrai frein. Peut-être qu'il faut garder en tête que ce qu'elle fait, c'est déjà bien. Quand elle a mal, il faut peut-être qu'elle pense à terminer sa séance et qu'elle essaye de faire des activités différentes, peut-être qui mobilisent plus le haut du corps, varier un petit peu plus les activités. Mais c'est un vrai frein, la douleur. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de se dire que parfois, une fois de plus, je ne connais pas l'origine de ces douleurs, mais la remobilisation permet aussi de baisser les douleurs. Donc, il faut jouer un petit peu entre ce que mon corps me permet de faire et ce que je suis capable de supporter. Mais en tout cas, le risque, c'est de se sédentariser à cause de la douleur. Donc, c'est bien de persévérer et de faire déjà ce qu'elle peut. Alors, il y a des métiers aussi où il y a forcément une sédentarisation. On avait une question d'une personne, un chauffeur routier, pas forcément assis. On a aussi du travail de bureau, où on est beaucoup assis. Est-ce que vous avez des astuces là-dessus sur ces métiers? Alors, la sédentarité, voilà, c'est une recommandation à part entière. On ne les a pas mises là, mais la recommandation, c'est 7 heures par jour. Et idéalement, il faut les fracturer à peu près toutes les heures. Il faut essayer de se mettre en mouvement. Si vous faites le compte pour vous, vous allez voir qu'on y est très vite à ces 7 heures, surtout quand on a un métier qui nous impose, de par ses missions, d'être sédentaire. Donc déjà, avoir à l'esprit que fractionner la sédentarité, c'est-à-dire se mettre en mouvement toutes les heures, si c'est possible, c'est déjà une action. Donc je ne sais pas si ce monsieur chauffeur routier serait content de m'entendre dire « arrêtez-vous toutes les heures pour vous mettre un petit peu en mouvement », mais en tout cas, les pauses qu'il fait contribuent à lutter contre cette sédentarité. Après, c'est assez rigolo, j'avais vu une fois des exercices proposés justement pour les gens qui étaient très souvent en voiture, notamment il y a aussi les moniteurs d'auto-école, pour pouvoir au feu rouge ou sur des moments où on peut en conduite faire des contractions musculaires. Il faut aussi avoir en tête que le muscle consomme aussi de l'énergie quand il se contracte de manière statique. Souvent on dit c'est des gainages ou des choses comme ça, c'est pas forcément le gros mouvement, ça peut être aussi... Et donc il y a des exercices où on peut serrer le volant, contracter les abdos, voilà, il y a des petites choses à faire qui peuvent être mises en place tout au long de la journée. Et puis ce monsieur, probablement qu'il faut qu'il soit actif les jours où il ne travaille pas. Alors, c'est vrai que là, on évoque des personnes qui sont qui ont un travail sédentaire. On a aussi des personnes qui sont en situation de handicap, sur un fauteuil. Est-ce que là, il n'y a pas d'activité du tout dans ce cas-là? Aussi, il y a beaucoup de choses de proposer. Là, on va tomber plutôt dans le monde du handisport. C'est très développé. Il y a beaucoup de sports qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Donc là, ce qui va se jouer surtout, c'est s'ils veulent bénéficier d'un accompagnement, il faut qu'ils aillent dans des endroits avec une accessibilité PMR. Donc ça, c'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, bouger le haut du corps, si c'est possible, ça permet déjà de brûler de l'énergie et donc faire baisser la glycémie. Il n'y a pas besoin forcément d'être debout. D'ailleurs, les personnes qui sont à risque de chute importante, on fait souvent des séances assis sur chaise. Voilà. Donc finalement, elles se retrouvent dans la même situation que la personne qui est en fauteuil roulant à côté. Georges, une question, je ne vous garantis pas qu'on pourra y répondre. Vous êtes en traitement pour le cholestérol. Vous aviez vu que ce médicament pouvait augmenter votre glycémie et favoriser la prise de poids. Qu'en pensez-vous? J'ai aucune... Voilà. Là, on arrive effectivement sur une question très médicale. Son médecin pourrait peut-être le renseigner. On vous propose plutôt d'en parler ou éventuellement à votre pharmacien si le médecin n'est pas disponible. Mais effectivement, je vous recommande plutôt de vous aiguiller sur un professionnel de santé. Le pharmacien aussi. Souvent, on oublie que le pharmacien, peut-être un peu plus accessible, connaît très bien les traitements, les effets secondaires. Puis le pharmacien, vous pouvez y aller à pied aussi. On peut y aller à pied. Anne-Marie, merci pour cette suggestion. Il est possible de faire des activités douces en piscine.
on l'a évoqué. Cela repermet du social également. Oui. Et normalement, les personnes en groupe sont bienveillantes. Et elle rajoute, avec un smiley, merci d'ailleurs Anne-Marie, persévérons. Oui, souvent on a peur de franchir la porte de l'association, du tissu associatif. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les gens qui pratiquent là-bas sont des gens qui, eux aussi, avaient probablement peur au départ, ont eux aussi probablement des soucis de santé. Et donc, très souvent, il y a une bienveillance qui règne dans ces lieux de pratique. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous partez vite, vous allez essayer une autre association. De toute façon, il faut multiplier les expériences pour savoir ce qui nous plaît. Parfois, on ne sait pas trop ce qui nous plaît. Et donc, continuer à multiplier les expériences. Et puis, c'est vrai que quand on est régulier, même en dehors d'une association, on a tendance à rencontrer toujours un peu les mêmes gens. Et c'est là que se tisse effectivement ce tissu social, ces liens, le plaisir de revoir les personnes qu'on croise à ce moment-là. Le plaisir est plus dans la pratique, mais dans le moment. Complètement. Exactement. Complètement. Donc, merci pour ce petit message. Alors, j'ai une autre question d'Agnès. Est-ce qu'il existe des séjours avec des activités pour personnes qui ont un diabète ? Quel type de séjour ? Est-ce qu'on peut préciser ou alors, il y a des séjours en soins en SMR là, ou ce qu'on pourrait peut-être trouver en équivalent pour, comment ça s'appelle, vous savez, ces séjours sport en fait, auxquels on peut s'inscrire. Il y a plusieurs choses qui existent. Alors, ça dépend toujours du lieu où on habite. Il y a des cures. Il y a des cures thermales, même fléchées de type 2. Donc, vous pouvez bénéficier d'une remise en forme. Il y a des associations qui, sur les périodes de vacances, proposent des stages où vous avez plusieurs activités physiques. Et puis, vous avez les SMR, les soins médicaux de réadaptation, qui se font soit sous forme de séjour, soit sous forme d'hospitalisation de jour. Oui, il faut en parler à son médecin, parce que souvent, le médecin, soit il n'y pense pas, soit il n'a pas eu le temps de la consultation d'avant. Vous pouvez aussi être forte proposition à votre médecin en disant j'ai envie de reprendre une activité physique, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Oui. Effectivement, Agnès parle par exemple de séjours rando. C'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui s'inscrivent dans ces circuits un peu en groupe, comme ça, de randonnée. C'est le tissu associatif. Et vous êtes les bienvenus dans le tissu associatif. C'est pas parce qu'on a des limitations qu'il n'y a pas que des grands sportifs. Et si par exemple Agnès veut s'inscrire dans un organisme qui propose de la randonnée avec tout un chacun, la meilleure façon de savoir ce qui existe proche de chez vous, c'est de vous rapprocher de votre DAPAP, c'est-à-dire votre dispositif d'aide à la prescription de l'activité physique. Donc sur Internet, vous notez DAPAP plus le numéro de votre département. Eux, leur job, c'est de recenser tout ce qui existe autour de chez vous et de vous mettre en lien avec eux. Donc en fonction de ce que vous avez envie de faire et de vos capacités physiques, ils vont vous mettre en lien avec les bonnes personnes. C'est leur job. Donc voilà, c'est une sorte d'entrée unique pour la reprise de l'activité physique. Après, c'est vrai que si Agnès vous décidez de pratiquer dans un groupe, sans passer par cette structure, le fait d'être en groupe, bien prévenir, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens autour de vous qui ne sont pas forcément effectivement informés si du on risque se sent à l'aise avec d'hypoglycémie. ça, L'avantage, c'est d'être quand même au sein d'un groupe. Il y a toujours cette peur d'être stigmatisé, donc il faut aussi voir dans quelle mesure vous voulez partager votre santé. Après, il y a des lieux où vous avez que des personnes diabétiques et il y a des lieux où on appelle ça le milieu ordinaire, donc c'est pas forcément fléché santé. Il y a des gens qui se sentent rassurés de pratiquer avec des personnes qui ont du diabète, ils se sentent plus compris. Et puis il y a des gens qui préfèrent faire seuls, qui n'aiment pas le groupe, trouvent ça contraignant, les rendez-vous, parler avec les autres, ils n'ont pas envie de savoir un peu ce qui se passe dans la vie des autres. En fait, il n'y a pas de solution idéale, c'est vous, de quoi vous avez envie. C'est vrai qu'Agnès évoquait justement, c'est comme vous le disiez, cet encadrement adapté. Donc voilà. Et les fédérations françaises de diabétiques ont plein de structures. Dans le 38, je sais qu'ils font des randonnées ensemble le mardi. Agnès, vous évoquez un bracelet d'identification. Il va falloir que vous nous en disiez un petit peu plus. Est-ce que c'est une carte pour identifier que vous êtes diabétique et qui pourrait permettre de donner des conseils de resucrage? En tout cas, bracelet d'identification, Sandy, moi j'en ai pas entendu parler, vous là, il faudrait qu'elle nous en dise plus, mais effectivement, si on fait une hypoglycémie sévère qui nécessite l'intervention d'un tiers, si on est à risque de faire ce genre d'événement, on propose des petites cartes à mettre dans le porte-monnaie. Voilà. Mais le mieux, c'est quand même de prévenir au moins une personne du groupe en qui vous avez confiance. Donc c'est ça. C'était ça. En fait, un bracelet identifié diabète. Alors, on fait ça aussi pour les enfants qui peuvent pas forcément. Mais si ça vous rassure, il faut mettre tout en place, tout ce qui rassure. Et le bienvenu.
D'ailleurs, pour les personnes qui sont à risque d'hypoglycémie et qui partent en randonnée, avoir une collation sur soi, ça va être important. Et puis, Lily demande s'il y a des cures vraiment destinées aux patients diabétiques. Oui. Je ne sais pas si je peux donner... il y a Vals-les-Bains, notamment en Ardèche, que je connais parce que géographiquement, je ne suis pas très loin. Mais je sais qu'il en existe d'autres. Désolée d'en citer qu'une. Non, mais après, il y a moyen de les trouver Oui, sur Internet. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, votre médecin peut vous renseigner, probablement. Ouais. Ok. Je ne vois plus de questions. En même temps, il y en a eu énormément. Donc, c'est bien. Voilà, il y a un vrai engouement autour du sujet. Si on devait conclure par quelques mots, Sandy. Eh bien, peut-être qu'il ne faut pas minimiser toutes les petites choses que vous faites dans votre quotidien. Finalement, vous faites peut-être déjà beaucoup de choses. Et puis, avoir en tête que les objectifs doivent être individualisés. C'est important. Chacun son petit combat, chacun son pas à pas. Et c'est surtout chacun son plaisir dans l'activité physique. Donc, vous n'allez pas aller vers les mêmes activités. Donc là, on est dans des activités physiques de santé, pas de performance ou de rééducation, comme elles peuvent être guidées par un kinésithérapeute. Voilà. Donc voilà, chaque petit pas compte. Moi, c'est vraiment le mot que j'aimerais que les gens retiennent. Oui. Voilà, on ne répond pas à des injonctions. On ne s'enferme pas forcément dans une activité parce qu'on n'est pas dans la performance forcément. Oui, puis avoir de l'imagination dans ce qui pourrait nous faire du bien. Moi, j'apprends beaucoup de mes patients. Très souvent, je leur demande, vous, qu'est-ce qui vous anime dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et on part de ça. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci vraiment. C'était déjà très riche en conseils. Merci de votre sourire. Merci je pense que vous avez embarqué plein de gens. On l'a vu dans ce sondage. Je vous remercie donc tous de votre présence, de nombreuses questions que vous avez pu poser. J'ai fait plusieurs rendez-vous avec vous. Là, aujourd'hui, c'est le dernier parce que je trouve que c'est important de laisser la place à des équipes. Et je vais vous présenter les personnes qui vont donc me relayer pour accueillir nos prochaines intervenants. Peut-être à nouveau vous, d'ailleurs, parce que je crois que là, on a quand même un vrai sujet intéressant. Donc voilà, pour les prochains, vous serez accompagnés de Virginie et Rémi. Qui sont là ce soir, qui jusqu'à présent étaient un petit peu en dehors des caméras, mais qui font quand même la majorité du boulot. Donc voilà, Rémi et Virginie, je pense que c'est à vous que je vais passer le relais. Ouais. Bon, on sera très content de retrouver tout le monde pour une prochaine conférence. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à nous les envoyer soit dans les questions, soit dans le questionnaire qu'on va vous envoyer après la conférence. Et puis à très bientôt pour la suite. Merci à tous et très bonne soirée. Merci.